L'attraction n'est pas une coïncidence ni une question de chance. C'est une question de stratégie, de prendre le contrôle total de ta vie et de tes émotions. Les stratégies dérivées de la philosophie stoïcienne ne sont pas douces ni passives. Ce sont des tactiques puissantes qui, lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, rendent ta présence impossible à ignorer. Nous ne parlons pas de tours ou de manipulation, mais de transformer ton être intérieur de manière à ce que ton magnétisme soit naturel et irrésistible. La philosophie stoïcienne t'apprend à être fort, indépendant et audacieux, à agir avec conviction et à ne pas laisser les émotions dominer ta vie. Chaque stratégie est conçue pour que tu puisses être toi-même, mais la meilleure version de toi, celle qui sait comment captiver avec sa confiance, son autocontrôle et sa capacité à vivre le présent sans peur de l'avenir. Ce ne sont pas seulement des tactiques pour attirer les autres, ce sont des outils pour maîtriser ton destin, forger ton caractère et être si authentique et ferme que les gens ne pourront pas s'empêcher d'être attirés par toi. En appliquant ces stratégies, tu ne deviens pas seulement quelqu'un digne d'admiration, mais quelqu'un qui irradie une force qui peut faire tomber amoureux quiconque croise son chemin, non pas pour ce que tu dis ou fais, mais pour la puissante présence que tu projettes. Es-tu prêt à appliquer ces stratégies et à voir comment ta vie change? Je suis sûr que oui. Alors commençons par la première tactique. 1. La sécurité de suivre votre propre destin. La véritable attraction réside dans la sécurité de suivre votre propre destin. Ce type de sécurité n'est pas superficiel et ne consiste pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est une sécurité profonde, forgée dans l'authenticité et la certitude de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce que le monde nous réserve, nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Prendre le contrôle de votre destin, agir selon ce que vous désirez vraiment, c'est ce qui fait de vous une personne irrésistiblement attirante. Les gens ressentent une attraction naturelle pour ceux qui se connaissent eux-mêmes et ont une clarté sur ce qu'ils veulent. Cette sécurité est si puissante parce qu'elle ne dépend pas de la validation externe. Ceux qui suivent leur propre chemin ne cherchent pas l'approbation des autres. Et cette indépendance est ce qui génère le respect et l'admiration. Lorsque vous vous montrez comme quelqu'un de sûr de sa direction, vous dégagez une énergie qui attire ceux qui vous entourent. Il n'est pas nécessaire de s'efforcer d'impressionner, car la véritable confiance se reflète naturellement et sans effort. Le principe stoïcien de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler est clé ici. En vivant selon vos valeurs et désirs, vous vous libérez du fardeau de plaire aux autres. Cette liberté se traduit par une paix intérieure qui non seulement bénéficie à votre vie personnelle, mais rend également votre présence captivante. Les personnes qui ne sont pas piégées par les attentes des autres et qui suivent leur propre destin sont perçues comme plus puissantes, plus authentiques et, par conséquent, plus attirantes. Le magnétisme d'une personne qui suit son propre chemin ne provient pas d'une façade, mais de l'authenticité et du but qu'elle émane. C'est ce qui fait vraiment tomber amoureux. Une personne qui n'a pas peur d'être qui elle est, qui reste ferme même face à l'adversité, parce qu'elle sait qu'elle suit son propre destin. Les gens cherchent à être proches de ceux qui sont forts, clairs dans leur but, et qui ne vacillent pas dans leur direction, parce qu'au bout du compte, nous voulons tous nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous montrent qu'avec détermination, nous pouvons réaliser ce que nous nous proposons. Être maître de votre propre destin ne vous donne pas seulement du pouvoir sur vous-même, mais fait de vous une figure magnétique impossible à ignorer. Cette sécurité, cette confiance en votre chemin et en votre vie, c'est ce qui fait que les gens vous voient comme quelqu'un digne d'admiration et de respect, quelqu'un qui, sans effort, captive et tombe amoureux. En étant complètement aligné avec votre but, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés par votre clarté et votre force intérieure.
C'est une forme de magnétisme authentique qui ne peut pas être fabriquée, mais qui est cultivée par l'honnêteté envers soi-même et le courage de suivre un destin propre. 2. Le pouvoir de l'autocontrôle. L'autocontrôle est le phare qui te guide au milieu de la tempête. Alors que les vagues de la vie tentent de te renverser, ce pouvoir interne est ce qui te maintient debout, ce qui te permet de garder le cap dans tes décisions et actions. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de maîtriser la force des émotions et des réactions. Tout comme un marin expérimenté qui ajuste ses voiles face au vent le plus fort, celui qui possède l'autocontrôle sait comment diriger ses impulsions vers un port sûr sans perdre le cap. L'autocontrôle n'est pas seulement une compétence, c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour captiver les autres. Ceux qui ont la capacité de rester calmes dans les moments de tension ou d'incertitude dégagent une confiance qui est irrésistible. La véritable attraction ne vient pas des mots ni des gestes, mais de cette capacité à ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Les personnes qui maîtrisent ce pouvoir sont perçues comme des figures de force, car leur calme intérieur reflète un contrôle total sur elles-mêmes, ce qui est profondément magnétique. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur l'autocontrôle, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances qui nous entourent, mais que nous pouvons choisir comment nous réagissons à elles. La vie est pleine de moments imprévisibles, mais la seule chose que nous pouvons vraiment maîtriser est notre propre réponse. Ce principe devient un outil puissant non seulement pour prendre des décisions plus sages, mais aussi pour être perçu comme quelqu'un de serein, fiable et admirable. L'autocontrôle nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et en même temps de projeter une énergie qui attire et captive ceux qui nous entourent. Imagine que tes émotions sont comme une rivière tumultueuse. Si tu n'apprends pas à la contrôler, ces eaux déborderont et te porteront dans des directions imprévisibles. Mais si tu apprends à diriger cette rivière, tu peux utiliser sa puissance pour atteindre tes objectifs sans être emporté par ces eaux turbulentes. L'autocontrôle est la capacité de construire un barrage qui redirige cette énergie de manière efficace. Les personnes qui parviennent à le faire deviennent des phares de calme au milieu de la tempête, étant toujours un exemple de ce que signifie rester ferme, même face à l'adversité. En fin de compte, l'autocontrôle n'est pas seulement un signe de force, mais l'une des manières les plus efficaces de captiver et de séduire les autres. Car ceux qui maîtrisent leur esprit et leurs émotions ne deviennent pas seulement des êtres plus attirants, mais aussi des personnes qui inspirent le respect, la confiance et l'admiration. C'est un pouvoir qui ne se voit pas, mais qui se ressent, et dont l'attraction n'a pas besoin de gestes ni de mots, seulement de la fermeté avec laquelle on se maintient soi-même. 3. L'autosuffisance authentique. L'autosuffisance authentique n'est pas simplement la capacité de se débrouiller seul, c'est une des formes les plus puissantes pour attirer et captiver les autres. C'est une énergie qui rayonne d'indépendance et de confiance, une force intérieure qui ne dépend de personne d'autre pour se sentir complet. Les personnes autosuffisantes ne cherchent pas à combler des vides avec les attentes ou l'approbation des autres. Elles sont tellement en paix avec elles-mêmes que leur présence à elles seules est magnétique. Être autosuffisant ne signifie pas rejeter le soutien ou l'amour des autres, mais être capable de tenir fermement sur son propre terrain, sachant que leur bonheur et leur valeur ne dépendent pas de facteurs externes. Dans le monde actuel, où les relations sont souvent marquées par des attentes mutuelles, l'autosuffisance authentique est l'une des caractéristiques les plus attrayantes. Les personnes qui ont cultivé cette capacité sont perçues comme des leaders naturels, car elles ne cherchent pas à diriger ni à manipuler, mais simplement à être qui elles sont, avec la confiance qu'elles n'ont pas besoin d'être validées par les autres pour se sentir complètes. Cette indépendance n'est pas froide ni distante. C'est une confiance profonde qui permet à celui qui la possède de partager sa vie avec les autres sans avoir à sacrifier son essence. Le stoïcisme est clair dans son enseignement de l'autosuffisance. Épictète, par exemple, parlait de la façon dont nous devons dépendre uniquement de ce que nous pouvons contrôler,
c'est-à-dire de notre propre esprit et de nos propres actions. En étant maîtres de nos émotions, pensées et réactions, nous cessons de dépendre de facteurs externes pour notre stabilité. Cette autosuffisance n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'émancipation. Les personnes qui pratiquent cette forme d'autosuffisance authentique sont incroyablement attirantes, non pas parce qu'elles cherchent à attirer, mais parce qu'elles sont si alignées avec leur être qu'elles attirent naturellement le respect et l'admiration. Quelqu'un d'autosuffisant ne cherche pas constamment l'attention des autres et ne craint pas d'être seul. Il est en paix avec lui-même, et c'est ce qui rend sa présence si captivante. Les personnes qui n'ont pas besoin des autres pour se sentir bien avec elles-mêmes sont perçues comme des individus avec une grande force intérieure. Cette force ne repose pas sur ce que les autres pensent de vous, mais sur ce que vous pensez et croyez de vous-même. L'autosuffisance authentique est le reflet de quelqu'un qui a travaillé pour être complet, de quelqu'un qui sait que sa valeur n'est pas entre les mains des autres, mais dans sa propre capacité à rester ferme et fidèle à lui-même. La véritable autosuffisance attire parce qu'elle démontre que nous ne cherchons pas quelque chose pour nous compléter, mais que nous sommes déjà complets. Ce type de force intérieure crée une connexion qui ne dépend pas des insécurités ou des manques, mais de la plénitude et de la sécurité. Ceux qui vivent avec cette autosuffisance authentique deviennent une source d'admiration, parce qu'en étant complètement à l'aise avec eux-mêmes, ils projettent une confiance qui, sans effort, séduit. 4. L'appréciation totale du moment présent sans obsession pour l'avenir. La capacité d'apprécier le moment présent est l'une des qualités les plus captivantes qu'une personne puisse posséder. Vivre dans le présent, en pleine conscience et sans être pris dans les soucis de l'avenir, est une façon puissante d'attirer les autres. La plupart des gens vivent dans un état constant d'anxiété, toujours en attente de ce qui va venir ou en regrettant ce qui est déjà passé. Mais ceux qui sont capables de vivre pleinement dans le moment présent, comme nous l'enseigne le stoïcisme, dégagent une énergie sereine et profonde qui attire et captive naturellement. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous avons ici et maintenant, plutôt que de nous obséder par ce qui pourrait arriver à l'avenir. Cette philosophie enseigne que l'avenir est incertain et que nous n'avons de contrôle que sur nos actions présentes. En apprenant à apprécier le moment, nous obtenons non seulement la paix intérieure, mais nous cultivons aussi une présence irrésistible pour les autres. Les personnes qui vivent le moment ne se sentent pas pressées par les attentes ou les angoisses de l'avenir. Elles ont un calme qui peut être profondément attirant parce qu'elles ne courent pas après quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Quand quelqu'un se donne entièrement au présent, non seulement il vit une vie plus complète, mais il fait aussi se sentir les autres plus vivants en sa présence. Au lieu d'anticiper ce qui va venir ou de regretter ce qui est déjà passé, ces personnes sont ici, maintenant, avec tout leur sens en alerte. Cette capacité à être présent dans la situation, à écouter, observer et profiter de chaque moment est l'une des façons les plus efficaces de se connecter de manière authentique avec les autres. Les gens sont attirés par ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont sans dépendre de ce qui va venir. L'avenir est incertain et si nous passons tout notre temps à nous en préoccuper, nous perdons ce qui compte vraiment. En appréciant le présent, nous arrêtons de projeter notre bonheur vers l'avenir et apprenons à profiter de ce que nous avons déjà. C'est l'une des plus grandes sources d'attraction. Quand quelqu'un montre une paix si profonde avec ce qu'il est, avec ce qu'il a et avec ce qu'il fait, il n'y a rien de plus magnétique. Il n'est pas nécessaire de forcer une connexion ou d'essayer d'impressionner. L'authenticité d'être pleinement dans le présent le fait pour vous. Ceux qui pratiquent cette pleine conscience du présent, sans besoin de planifier ou de contrôler chaque moment, sont capables de capter l'attention des autres naturellement. Cette concentration sur le présent leur permet de profiter de la vie avec une telle intensité que, lorsqu'on est près d'eux, on se sent envahi par la même sensation de calme et de plénitude. Les gens sont attirés par ceux qui, sans hâte ni anxiété, vivent et profitent de chaque moment, sachant que le présent est la seule chose que nous avons vraiment.
5. Être qui tu es vraiment sans prétendre. Il y a quelque chose de drôle chez les gens qui essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est comme s'ils essayaient de nous vendre un costume qui ne leur va pas bien, mais avec tant d'insistance qu'à la fin, nous nous demandons si nous devrions peut-être aussi acheter ce costume. Cependant, la vérité est que, tout comme un costume mal ajusté, la prétention ne convient pas, ne coule pas, et les gens peuvent la voir à des kilomètres de distance. Le véritable attrait réside dans l'authenticité, dans le fait d'être complètement soi-même, sans besoin d'ornement ni de déguisement. Être qui tu es vraiment est l'une des façons les plus puissantes de captiver les autres. Vivre selon ta propre nature, sans essayer de te conformer aux attentes des autres, c'est comme une rivière qui coule avec force et détermination, sans essayer d'être quelque chose qu'elle n'est pas. L'eau de cette rivière ne s'arrête pas pour demander si le paysage qu'elle traverse l'approuve ou non. Elle avance simplement. Et c'est dans cette capacité à être authentique que réside sa force. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix intérieure n'est atteinte que lorsque nous acceptons qui nous sommes et agissons en conséquence. Il n'y a pas de paix plus profonde que celle de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de changer pour plaire aux autres. Quelqu'un qui est vraiment qui il est n'a pas besoin de faire des efforts pour s'intégrer ou pour plaire. Sa présence suffit. Il n'y a pas de truc, pas de masque, juste un être qui se présente tel qu'il est, avec toutes ses vertus et ses défauts, sans peur d'être jugé. C'est l'une des qualités les plus attrayantes. La capacité de se montrer vulnérable, sans rien cacher, et pourtant être respecté et admiré. Les personnes authentiques ne cherchent pas à être parfaites, mais simplement à être sincères. Cette sincérité a un magnétisme naturel qui attire les autres d'une manière qui ne peut être forcée. L'acte d'être soi-même est comme une graine qui, une fois plantée, grandit dans sa forme la plus pure. Elle n'essaie pas de devenir un arbre d'un autre type, ni ne se soucie de ce que les autres attendent d'elle. Elle grandit telle qu'elle est, et cette authenticité lui donne la force d'attirer tout ce dont elle a besoin. Les personnes qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes créent des connexions authentiques, basées sur la confiance et le respect mutuel, car il n'y a pas de barrière, seulement de l'honnêteté. C'est la véritable façon de tomber amoureux, en étant un reflet authentique de qui tu es, sans prétendre être quelqu'un d'autre. 6. Pratiquer la modestie en partageant les réussites ou les vertus personnelles. Celui qui se vante beaucoup a peu à montrer. Ce proverbe renferme une vérité simple mais puissante. La vraie grandeur n'a pas besoin d'être proclamée. La modestie est le joyau caché qui, bien qu'il ne brille pas avec force, laisse une empreinte profonde. Ceux qui pratiquent la modestie en partageant leurs réussites ou leurs vertus le font d'une manière si naturelle qu'ils n'ont pas besoin de chercher l'attention ou l'admiration des autres. Leur force réside dans leur capacité à agir sans avoir besoin de se vanter, laissant leurs actions parler d'elles-mêmes. Être modeste ne signifie pas cacher ce que vous avez accompli, mais le partager avec un esprit d'humilité. Il ne s'agit pas de cacher la valeur de vos réalisations, mais de comprendre que la véritable satisfaction vient du fait de savoir que vous avez bien fait, sans que personne n'ait à vous le rappeler constamment. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse ne cherche pas la louange, mais vit selon des principes fermes, calmement et sans attendre de reconnaissance. Les personnes qui suivent cette voie comprennent que la vraie grandeur n'a pas besoin de validation externe. Au lieu de chercher à être admirés, ils préfèrent que leurs actions soient le reflet de leur caractère. Lorsque vous partagez vos succès avec modestie, vous démontrez que ce que vous avez accompli ne définit pas votre valeur, mais comment vous l'avez accompli et ce que vous en avez fait. Cette attitude ne diminue pas vos réalisations, elle les met à leur juste place. Au lieu d'être un spectacle, la modestie transforme vos succès en une inspiration silencieuse pour les autres. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit sur ce que vous avez accompli, car votre grandeur se reflète dans la façon dont vous vivez et agissez. Quelqu'un qui est véritablement modeste n'est pas seulement une personne qui inspire le respect, mais aussi la proximité.
En ne se vantant pas de ce qu'il a fait, il laisse de la place pour que les autres s'approchent sans se sentir inférieurs. Ce type d'humilité est ce qui crée des relations authentiques basées sur le respect mutuel. Pratiquer la modestie permet que les réalisations deviennent une façon de se connecter avec les autres, sans créer de distance par l'ego. L'humilité permet à la grandeur de s'exprimer naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde où l'ego et l'ostentation sont courants, mais la vraie grandeur se trouve dans la capacité à rester humble. La modestie ne minimise pas ce que vous êtes, mais amplifie le respect que vous générez chez les autres. Les personnes qui vivent avec cette vertu n'ont pas besoin de se vanter de leur succès. L'admiration vient de manière organique, à travers l'action et le comportement, et non par l'auto-exaltation. Pratiquer la modestie ne vous rend pas seulement plus attrayant, mais crée un espace où les autres peuvent vous voir comme un modèle à suivre, une source d'inspiration sans avoir besoin d'être une source de bruit. 7. Nourrir la curiosité mutuelle à travers des questions. Celui qui pose une question est un imbécile pendant 5 minutes, mais celui qui ne pose pas de questions reste un imbécile pour toujours. Ce proverbe reflète la sagesse derrière l'une des stratégies les plus puissantes pour séduire et tomber amoureux, la curiosité authentique. Poser des questions ne montre pas seulement de l'intérêt, mais établit également une connexion profonde entre deux personnes, ouvrant la porte à des conversations significatives. En nourrissant la curiosité mutuelle, vous ne vous rapprochez pas seulement de l'autre, mais vous créez également un espace où tous deux peuvent partager et se découvrir sans jugement. L'acte de poser des questions est un outil qui va au-delà de la simple curiosité superficielle. Dans un monde où les conversations se concentrent souvent sur ce que nous savons déjà, poser des questions authentiques démontre une ouverture envers l'autre. Lorsque vous posez des questions avec un intérêt authentique pour comprendre, vous n'apprenez pas seulement plus sur l'autre personne, mais vous montrez également que vous valorisez sa perspective et son expérience. C'est un acte de respect qui attire naturellement, car nous désirons tous être écoutés et compris, et les questions ouvrent la voie à cela. La curiosité mutuelle est le ciment qui lie les relations les plus profondes. En vous engageant dans un dialogue où vous apprenez tous les deux l'un de l'autre, vous créez une atmosphère de confiance et de connexion. Les personnes qui posent des questions de manière authentique ne montrent pas seulement qu'elles sont intéressées, mais invitent également l'autre à partager des aspects de lui-même qu'il n'aurait peut-être pas révélés autrement. Cette pratique favorise un sentiment de complicité et de respect, car la personne qui est écoutée se sent valorisée et appréciée. La curiosité, lorsqu'elle est mutuelle, est une force puissante qui pousse les relations à un niveau plus profond. Tout comme un bon livre, une bonne conversation est construite sur des questions qui invitent à la réflexion. Ces questions ne sont pas posées pour imposer, mais pour découvrir. Plus les questions sont authentiques, plus l'interaction est riche et significative. La curiosité ne nourrit pas seulement la conversation, mais permet également à tous deux d'apprendre et de grandir ensemble. C'est l'une des façons les plus efficaces de créer une connexion authentique. Poser des questions qui révèlent le meilleur de l'autre, sans chercher à imposer une vision personnelle. D'autre part, les personnes qui posent des questions dans le seul but d'impressionner ou de contrôler la conversation ne parviennent pas à créer une véritable connexion. La curiosité doit être désintéressée et centrée sur l'autre, pas sur l'obtention de réponses qui renforcent notre propre perception. Les questions authentiques montrent que vous n'avez pas toutes les réponses, mais que vous êtes prêt à apprendre et à en découvrir davantage sur l'autre personne. Cette approche crée une atmosphère où les deux parties se sentent vues, entendues et respectées, ce qui conduit naturellement à une plus grande attraction et complicité. 8. Garder un sens de l'humour léger face aux difficultés, sans minimiser leur importance, mais sans magnifier leur poids. La vie n'est pas toujours un chemin droit. Souvent, elle ressemble plus à un sentier plein de pierres sur lesquelles nous trébuchons sans le vouloir.
Mais que ferais-tu si tu pouvais regarder ces pierres avec un sourire au lieu de trébucher dessus encore et encore? L'humour est l'une des armes les plus puissantes que nous possédons face aux difficultés. Il ne s'agit pas de faire des blagues sur les problèmes, mais de les voir d'un point de vue qui te permet de les affronter avec légèreté, sans laisser leur poids t'accabler. Garder un bon sens de l'humour en temps difficile ne signifie pas ignorer la gravité de la situation, mais plutôt ne pas permettre que la gravité du moment nous vainque. L'humour léger face aux difficultés ne t'aide pas seulement, il captive aussi les autres. Les personnes qui peuvent rester calmes et souriantes, même au milieu des adversités, dégagent une énergie qui attire naturellement. Personne ne veut être près de quelqu'un qui magnifie chaque problème et transforme chaque petit obstacle en une tragédie. Mais nous cherchons tous la compagnie de ceux qui savent comment alléger la charge avec un bon commentaire ou un regard positif. Il ne s'agit pas de faire une blague de tout, mais de trouver ce point d'équilibre où, malgré les difficultés, tu peux maintenir une perspective qui te permet d'avancer sans te sentir vaincu. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons choisir comment nous réagissons à cela. Au lieu de succomber au désespoir ou à la frustration, nous pouvons choisir comment gérer les situations difficiles. L'humour est une façon de contrôler notre réaction émotionnelle, nous permettant de voir les difficultés avec une approche plus détendue et moins dramatique. De cette façon, nous ne minimisons pas leur importance, mais nous ne leur donnons pas non plus le pouvoir de nous faire perdre le contrôle ou la paix intérieure. En gardant l'humour, nous ne négligeons pas le poids des problèmes, mais nous réduisons leur capacité à nous dominer. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser les problèmes nous absorber complètement. Garder un sens de l'humour léger est un signe de force intérieure. C'est savoir que, même si la situation est compliquée, nous ne devons pas nous prendre trop au sérieux. La vie a ses hauts et ses bas, et ceux qui parviennent à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec un sourire et une attitude détendue sont les personnes qui attirent vraiment les autres. La capacité à garder l'humour face aux difficultés non seulement allège l'atmosphère, mais crée aussi une connexion authentique avec les autres, car nous faisons tous face à des problèmes, mais peu savent comment les gérer avec dignité et grâce. Au final, c'est la légèreté avec laquelle nous affrontons les adversités qui démontre vraiment notre force et nous permet de continuer à avancer, sans perdre l'essence de ce que nous sommes. 9. Maintenir la cohérence entre les intentions et les actions, en évitant les promesses vides ou les attentes infondées. Dans la vie, les mots sont puissants, mais ce sont les actions qui définissent vraiment notre essence. Maintenir la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons est fondamental pour gagner le respect et l'admiration des autres. Il n'y a rien de plus attrayant qu'une personne dont le comportement reflète ses intentions de manière claire et honnête. Ceux qui ont la capacité d'aligner leurs mots avec leurs actions ne génèrent pas seulement de la confiance, mais construisent également une réputation solide, basée sur l'intégrité et la fiabilité. Les promesses vides et les attentes infondées sont des pièges qui nous éloignent de notre véritable essence. Dire quelque chose sans l'intention réelle de le réaliser ne sape pas seulement notre crédibilité, mais affaiblit également nos relations. Les personnes qui promettent constamment des choses qu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas réaliser perdent la confiance de ceux qui les entourent, et avec elles, toute possibilité de créer une connexion authentique. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas faire de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Les véritables intentions se reflètent dans l'action, pas dans les mots vides. Maintenir la cohérence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons ne fait pas seulement améliorer notre image aux yeux des autres, mais renforce également notre caractère. Chaque fois que nous agissons en accord avec nos paroles, nous renforçons le lien entre notre esprit, nos émotions et notre comportement. Cette congruence est ce qui génère une attraction profonde et authentique. Les gens font confiance à ceux qui sont cohérents et fidèles à leurs valeurs.
Il n'est pas nécessaire d'impressionner ou de promettre plus que ce que nous pouvons réaliser. La véritable admiration est gagnée lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Éviter les attentes infondées est un autre aspect essentiel de la cohérence. Lorsque nous attendons trop des autres ou des circonstances, nous créons un terrain propice à la déception. Les attentes doivent être basées sur la réalité et sur ce que nous pouvons réellement offrir à nous-mêmes et aux autres. Les personnes qui comprennent cela sont capables de maintenir des relations saines et d'offrir le meilleur d'elles-mêmes sans tomber dans le piège des promesses exagérées ou des rêves irréels. La cohérence entre les intentions et les actions est la base de toute relation durable et significative. Au lieu d'être quelqu'un qui fait simplement des promesses et espère que les autres y croiront, nous devons nous efforcer d'être des personnes dont les actions parlent plus fort que nos paroles. Au final, c'est la cohérence qui attire et séduit, car elle démontre l'intégrité, le respect de soi et des autres, et la capacité d'agir en accord avec ce que l'on croit et ce que l'on valorise. 10. Partager des histoires qui mettent en valeur l'apprentissage plutôt que la victoire, en se connectant à partir de l'humilité. Dans un monde où tout le monde semble vouloir partager ses triomphes, les histoires qui captivent vraiment sont celles qui mettent en valeur les leçons apprises plutôt que les victoires obtenues. Les gens ne se connectent pas toujours à l'éclat d'un succès. Ils se connectent à l'humanité derrière l'histoire, aux défis surmontés et aux enseignements qui émergent de l'effort. Partagez ce que vous avez appris à travers les difficultés plutôt que de simplement célébrer ce que vous avez gagné. Crée une connexion authentique qui reflète l'humilité et l'authenticité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur de nos expériences ne réside pas dans les résultats, mais dans la façon dont nous affrontons les obstacles et ce que nous apprenons d'eux. Les victoires peuvent être éphémères, mais les leçons que nous tirons de nos échecs et difficultés sont les fondations d'une vie riche et profonde. En partageant ces histoires, vous ne démontrez pas seulement votre capacité à surmonter les adversités, mais vous invitez également les autres à réfléchir à leurs propres expériences. C'est une façon puissante de se connecter car elle permet à l'autre personne de voir qu'elle n'est pas seule dans ses luttes et que, tout comme vous, elle peut aussi apprendre et grandir. Ce qui fait vraiment tomber amoureux d'une histoire n'est pas le fait d'avoir gagné, mais comment vous avez évolué tout au long du chemin. Lorsque vous partagez vos échecs et comment ils vous ont appris quelque chose de précieux, vous créez un espace de vulnérabilité qui permet aux autres de se rapprocher. L'humilité qui émane de cette honnêteté attire, car tout le monde valorise ceux qui ne se cachent pas derrière une façade de perfection. La perfection n'a jamais été attrayante. Ce qui captive les gens, c'est l'authenticité, le courage d'être humain et de reconnaître nos imperfections. De plus, en partageant ce que vous avez appris, vous créez une atmosphère dans laquelle la conversation devient une occasion d'apprentissage mutuel et non de compétition. Les histoires de victoire peuvent être inspirantes, mais les histoires de croissance personnelle et de leçons apprises sont celles qui ouvrent vraiment le cœur des autres. Cette approche favorise une connexion plus profonde, basée sur l'empathie et la compréhension. Les personnes qui écoutent ces histoires ne voient pas seulement ce que vous avez accompli, mais aussi l'effort, la réflexion et la résilience qui vous ont mené jusqu'ici. Se connecter à partir de l'humilité ne signifie pas cacher vos réalisations, mais les partager dans le contexte de ce qu'elles vous ont appris. En le faisant, vous invitez les autres à vous rejoindre dans un voyage d'apprentissage continu, montrant que, quel que soit le résultat, il y a toujours quelque chose de précieux à apprendre de chaque expérience. Et à la fin, les connexions les plus durables sont forgées non pas dans les victoires solitaires, mais dans les chemins partagés de croissance et d'apprentissage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis ». Ton esprit est ton territoire le plus précieux, et chaque distraction est un voleur qui tente de le conquérir. Si tu ne le protèges pas, d'autres décideront à quoi tu penses, ce que tu fais et où tu vas. La concentration n'est pas une compétence,
C'est une défense personnelle mentale. Dans un monde conçu pour te disperser, maintenir l'attention est un acte de force, de discipline et de rébellion. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit d'avoir une direction. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'extérieur de voler ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Les réseaux, les opinions, les comparaisons, les urgences qui ne sont pas les tiennes. Tout concourt à dominer ton esprit, mais le stoïcien sait que le véritable contrôle commence de l'intérieur. La concentration n'est pas de résister une fois, c'est de résister tous les jours. C'est se réveiller avec clarté et décider ce qui mérite ton énergie. Les gens perdent leur chemin, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils permettent au bruit de les faire oublier l'essentiel. Se concentrer, c'est se rappeler qui tu es lorsque le monde essaie de te distraire. C'est avoir la force de choisir ce qui est important et de laisser mourir ce qui est sans importance. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de bien le faire. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de but. Maîtriser ta concentration, c'est devenir le maître de ton esprit, le gardien de ton calme et le constructeur de ton destin. Celui qui contrôle son attention, contrôle sa vie. Parce qu'au final, la concentration n'est pas une technique de productivité, c'est une philosophie de pouvoir. Ce que tu choisis de regarder détermine qui tu deviens. Et celui qui apprend à regarder avec intention cesse de réagir au monde et commence à le diriger. 1. Construis des murs autour de ton esprit. Imagine que ton esprit est une ville. À l'intérieur, tout ce que tu es habite, tes pensées, ton calme, ta clarté, ton but. Mais à l'extérieur, il y a une armée qui ne se repose jamais. Distraction, jugement, comparaison, nouvelles, voix qui exigent ton attention. Chaque fois que tu laisses une porte ouverte, une partie de cette armée entre et prend un espace qui t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être sage pour perdre la concentration. Il suffit de permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit. Le stoïcien le comprenait bien. Un esprit sans mur est un esprit vulnérable. Lorsque tu n'établis pas de limites, n'importe quel bruit devient un envahisseur. Les gens ne souffrent pas aujourd'hui par manque d'intelligence, mais par excès de stimuli. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la porte au chaos. Messages, réseaux, préoccupations d'autrui. Ils commencent la journée épuisés sans avoir rien fait, parce que leur esprit a déjà été pillé. Construire des murs ne signifie pas t'isoler du monde, mais décider ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Cela signifie comprendre que ton énergie mentale est finie et que tout ne mérite pas de la dépenser. Si tu permets que tout affecte, il ne te restera pas de force pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu dis oui à l'inutile, tu dis non à ta paix. La concentration commence lorsque tu apprends à fermer la porte à ce qui ne te construit pas. La première étape est de protéger ton environnement mental avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ta maison, alors pourquoi dans ton esprit? Prends soin de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu consommes. Les idées sont aussi des aliments. Certaines te renforcent, d'autres t'intoxiquent lentement. Si tu remplis ton esprit de déchets émotionnels, tes pensées finiront par sentir la même chose. Les stoïciens pratiquaient la vigilance interne. Chaque pensée qui entrait était examinée. Cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Me rapproche-t-elle de la vertu ou m'en éloigne-t-elle? C'était leur façon de construire des murs, non pas avec des briques, mais avec de l'attention. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis. Chaque fois que tu dis « cela ne mérite pas mon énergie », tu renforces tes murs. Et bien sûr, certains t'accuseront d'être froid ou distant. Tu ne l'es pas, tu es conscient. La véritable force n'est pas de s'ouvrir à tout, mais de savoir discerner. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être sage. Personne ne peut rester calme s'il vit sans frontières mentales. Construire des murs autour de ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que tout n'a pas accès à ton attention, que ta paix n'est pas à vendre, que ta concentration est sacrée. Celui qui maîtrise ce principe commence à marcher différemment. Il parle moins, observe plus, agit seulement quand quelque chose vaut son énergie.
Avec le temps, ce mur devient quelque chose de plus grand, ta forteresse intérieure. Les gens pourront donner leur avis, le monde pourra crier, mais à l'intérieur de toi, il y aura du silence. Et dans ce silence naît la clarté. Ne te laisse pas tromper. Le monde ne s'effondre pas par manque d'amour, mais par manque de concentration. Protéger ton esprit, c'est protéger ta vie. Alors ne t'excuse pas de construire tes murs. Tu ne le fais pas pour fuir, tu le fais pour rester. Parce que celui qui se protège de l'extérieur peut entendre sa voix intérieure. Et quand tu y arrives, tu comprends quelque chose de puissant. La concentration n'est pas un enfermement, c'est la liberté. La liberté de penser clairement au milieu du bruit. La liberté d'être toi sans interruption. 2. Nettoie ta vie du bruit invisible. Le bruit le plus dangereux n'est pas celui que tu entends, c'est celui que tu ne remarques pas. Il ne vient pas des haut-parleurs, ni des cris, ni de la foule. Il est caché dans de petites distractions déguisées en normalité. C'est cette habitude de vérifier ton téléphone toutes les minutes, de t'inquiéter de ce que pensent les autres, de consommer des informations qui ne t'apportent rien. Ce bruit est invisible parce qu'il se déguise en habitude, mais son effet est brutal. Il te vole ta concentration, il te draine ton énergie et te rend incapable d'écouter ta propre voix. Le stoïcien le savait. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, il habite souvent dans la routine. Si ton esprit est saturé de stimuli, il n'y a pas de clarté possible. C'est comme essayer de voir ton reflet dans un lac agité. Plus tu regardes, plus tu ne verras que de la distorsion. Nous vivons entourés de mouvements constants, mais nous confondons mouvement avec progrès. Ce qui génère le plus de bruit n'est pas ce qui interrompt ta journée, mais ce qui interrompt ton esprit. Chaque message que tu n'as pas besoin de lire, chaque vidéo qui n'apporte rien, chaque conversation vide que tu maintiens par obligation est une petite fuite d'énergie. Et quand ces fuites s'additionnent, tu finis épuisé sans avoir rien fait. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de distraction. C'est pourquoi nettoyer ta vie du bruit invisible n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu aspires à la clarté mentale. Commence par observer. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie sans te donner rien en retour? Peut-être sont-ce les réseaux sociaux, peut-être sont-ce les personnes qui n'apportent que du drame, peut-être est-ce ton propre dialogue interne rempli de plaintes et de comparaisons. Tout cela est du bruit, et plus tu le nourris, moins tu entendras ton but. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, un état de tranquillité qui naît lorsque tu apprends à ignorer ce que tu ne peux pas contrôler. Il ne s'agissait pas de se déconnecter du monde, mais de filtrer l'essentiel. Chaque stimulus qu'ils éliminaient était un pas vers la liberté intérieure. Fais de même. Tu n'as pas à abandonner la vie moderne, tu dois simplement avoir le courage de choisir, de décider ce qui mérite d'être dans ton espace mental et ce qui doit sortir immédiatement. Fais un nettoyage radical, efface ce dont tu n'as pas besoin. Fais taire ce qui ne t'apporte rien. Réduis la consommation de bruit comme tu réduirais la consommation de poison. Parce que oui, le bruit mental intoxique aussi. Il te fait réagir au lieu de réfléchir, il te pousse à chercher l'approbation au lieu du but, il te transforme en spectateur de ta propre vie. Quand tu nettoies le bruit, tout change. Tu commences à entendre les pensées qui comptent vraiment. Ton esprit devient plus léger, plus clair, plus stratégique. Tu arrêtes de courir en cercle et tu commences à avancer avec intention. Tu découvres que la plupart de tes soucis n'étaient pas réels. Ils n'étaient que des échos amplifiés par l'excès de bruit. Et le plus curieux, c'est qu'au début, tu te sentiras mal à l'aise. Le silence te semblera étrange. Tu es tellement habitué à la distraction que cela te semblera un vide. Mais reste là, parce que c'est dans ce vide que naît la direction. C'est dans cet espace sans bruit que se construit la concentration. Nettoie ta vie du bruit invisible, comme celui qui aiguise une épée. Chaque distraction éliminée te rend plus précis, plus conscient, plus fort. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de clarté. Parce qu'au final, l'esprit ne se perd pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne peut pas arrêter d'écouter. Et ce n'est que lorsque tu réussiras à faire taire le bruit du monde que tu pourras entendre la voix la plus importante de toutes, la tienne. 3. Aiguise ton attention dans une seule direction.
Ton esprit est comme une épée. Si tu l'utilises pour frapper tout ce qui se trouve sur ton chemin, elle s'émousse. Mais si tu la diriges avec précision vers un seul point, elle coupe même l'impossible. L'objectif n'est pas d'avoir de l'énergie, c'est de la diriger. Les gens n'échouent pas par manque de force, ils échouent par dispersion. Ils font 1000 choses à la fois, sautent d'un objectif à un autre, changent de cap avec chaque émotion. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne pousse. La réponse est simple. Rien ne fleurit là où l'attention ne prend pas racine. Le stoïcien comprenait qu'un esprit concentré est un esprit invincible. Non pas parce qu'il ignore le reste du monde, mais parce qu'il ne permet pas au reste du monde de le sortir de son centre. La concentration est une forme de présence. C'est regarder un seul point et décider « c'est ce que je vais faire et rien d'autre ». Aujourd'hui, cela semble presque impossible. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton regard. Mais c'est précisément le champ de bataille. Celui qui maîtrise son attention gagne. Pense à cela. Chaque fois que tu changes de tâche, ton esprit paie un prix. Il a besoin de temps pour se reconcentrer, d'énergie pour retrouver le rythme. C'est comme si tu essayais de courir un marathon, mais que tu t'arrêtais tous les 2 pas pour regarder le paysage. Ainsi, tu n'avances pas, tu te fatigues seulement. C'est pourquoi le secret n'est pas de faire plus, mais de faire une seule chose avec une intensité totale. Aiguiser ton attention est un entraînement quotidien. Commence par éliminer la multitâche. Tu ne peux pas avancer si chaque pensée entre en collision avec une autre. Fais une seule chose à la fois et fais-la comme si ta vie en dépendait. Quand tu lis, lis seulement. Quand tu travailles, travaille seulement. Quand tu te reposes, repose-toi seulement. L'esprit a besoin de savoir ce qu'il fait pour bien le faire. Les stoïciens pratiquaient la concentration comme un acte de vertu. Sénèque disait que celui qui poursuit trop d'objectifs n'en atteint aucun, car l'esprit dispersé est esclave du désordre. C'est pourquoi il s'entraînait à la discipline de l'intention unique. Chaque action avait un but, chaque moment une direction. Il ne vivait pas par impulsion, il vivait par intention. Tu peux aussi le faire. Demande-toi, qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Et quand tu l'auras décidé, bloque tout le reste. Éteins les notifications, ignore les distractions et plante ton attention comme une flèche. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect pour ton énergie. Ton attention est limitée, utilise-la sagement. Et voici la partie la plus puissante. Plus tu es concentré, plus tu vois rapidement des résultats. La clarté accélère le progrès. Une personne avec une direction ferme avance plus qu'une centaine avec une intention faible. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as besoin de présence. Quand tu y arriveras, tu remarqueras un changement profond. Les choses qui te semblaient impossibles deviennent atteignables. Tu ne te noies plus dans l'anxiété de vouloir tout en même temps. Tu commences à ressentir un calme étrange, le calme de celui qui sait où il va. Parce que quand l'attention s'aiguise, l'esprit cesse de se disperser et commence à créer. Aiguiser ton attention dans une seule direction, c'est construire du pouvoir à partir de la concentration. C'est comprendre que tu ne peux gagner aucune bataille si tu ne sais pas laquelle tu es en train de mener. Alors choisis ton objectif et coupe tout ce qui ne te mène pas à lui. Parce que dans un monde distrait, l'attention totale n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus dangereuse. 4. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Ton environnement parle, même si tu ne dis pas un seul mot. Chaque objet, chaque bruit, chaque détail qui t'entoure façonne ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Le chaos externe finit toujours par devenir un chaos interne. C'est pourquoi celui qui cherche la clarté doit commencer par l'endroit où il vit. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées ordonnées si tu vis au milieu du désordre. Ton espace physique est le reflet le plus sincère de ton état mental. Le stoïcien le savait, l'esprit a besoin de structure. Marc Aurèle écrivait entouré de silence, avec le strict nécessaire, parce qu'il comprenait que la simplicité est la mère de la profondeur. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'excès. Écrans, distractions visuelles, stimuli qui rivalisent pour notre attention. Nous voulons penser avec précision, mais nous travaillons dans des lieux saturés. Nous voulons ressentir le calme, mais nous vivons dans des environnements bruyants.
Nous voulons nous concentrer, mais nous habitons le désordre. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de but. Chaque chose devant toi doit avoir une raison d'être là. Si quelque chose ne te motive pas, cela te distrait. Si quelque chose ne t'inspire pas, cela te vide. Commence par nettoyer, pas seulement la poussière, mais aussi l'énergie. Range ton bureau, élimine ce qui est inutile, crée un environnement qui invite à la concentration. L'ordre physique génère l'ordre mental. Et il ne s'agit pas seulement de l'endroit où tu travailles, mais aussi de l'endroit où tu penses et te reposes. Si ta chambre est pleine de bruit, ton esprit ne s'éteint jamais. Si ton espace manque d'intention, ton esprit aussi. Fais de ton environnement un rappel constant de qui tu es et de ce que tu cherches. Chaque fois que tu regardes autour de toi, tu devrais ressentir de la motivation, pas de la distraction. L'attention se nourrit du silence. C'est pourquoi apprends à le protéger. Éteins ce qui n'apporte rien, évite le bruit inutile, même les conversations vides qui salissent l'air. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'esprit. C'est l'état où tu peux t'écouter sans interférence. Celui qui crée son propre silence crée son propre pouvoir. Fais des rituels dans ton espace. Chaque matin, organise ce que tu vas utiliser. Chaque soir, laisse tout en ordre. Ne le fais pas pour l'esthétique, fais-le pour la discipline. La constance physique entraîne la constance mentale. Chaque petit acte d'ordre est une déclaration de respect envers toi-même. Tu dis, c'est mon espace, et ici, c'est moi qui commande. Même les stoïciens, qui vivaient à une époque sans distraction technologique, connaissaient l'importance de l'environnement. Non pas parce que l'environnement contrôle l'esprit, mais parce que l'esprit fort sait créer le bon environnement. Si ton environnement est en paix, ton esprit s'aligne avec cette paix. Si ton environnement est chargé de stimuli, ton esprit le sera aussi. Transforme ton lieu en un sanctuaire de concentration. Un endroit où chaque objet a un but, où chaque coin respire la clarté. Ne sous-estime pas le pouvoir du visuel. La vue est la porte la plus directe à la pensée. Quand tu vois de l'ordre, ton esprit coule. Quand tu vois du chaos, ton esprit se disperse. Et souviens-toi de ceci. Un temple ne se construit pas en un jour. C'est le résultat de la discipline, du soin, de l'intention. Ton espace doit être ainsi. Fais-le refléter la vie que tu veux avoir, pas celle dont tu essaies de t'échapper. Parce que ton environnement peut être ton encre ou ton élan, ta distraction ou ta force. Tu décides du rôle qu'il jouera. Transforme ton espace en un temple de la concentration et tu verras comment le reste de ta vie commence à s'organiser tout seul. Parce que la clarté ne se trouve pas, elle se construit. Et elle commence toujours à l'endroit où tu choisis d'être. 5. Trouve le pouvoir dans le calme. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours par le bruit. Parfois, la véritable force se cache dans le silence. Dans un monde qui glorifie la hâte, s'arrêter semble être un crime. Mais seul celui qui sait rester immobile parvient à voir ce que les autres ne peuvent pas. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est l'art de rester ferme alors que tout autour de toi bouge. Les stoïciens le savaient. L'esprit qui ne se calme pas ne peut pas penser clairement. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter devient esclave de l'impulsion. Nous vivons à une époque où tout exige de la vitesse. Répondre vite, agir vite, décider vite. Mais le rapide n'est pas toujours sage. La sagesse requiert une pause, une réflexion et une présence. Si ton esprit est toujours en course, il n'arrivera jamais nulle part. Le calme est comme le tranchant d'une épée qui tranche la confusion. Il te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de la peur ou de l'anxiété. Dans cet état, tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne cours pas après tout ce qui brille, tu marches seulement vers ce qui compte. Quand tu te calmes, le bruit du monde s'éteint et la voix intérieure commence à parler. Mais beaucoup ne l'écoutent pas parce qu'ils ont peur de rester seuls avec elle. Apprendre à trouver le pouvoir dans le calme est l'un des exercices les plus difficiles. Cela implique de faire face à tes pensées, à tes émotions, à tes ombres. Cela implique d'accepter que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Que parfois, l'acte le plus fort n'est pas de bouger mais de rester. L'esprit formé au calme ne se brise pas face à la tempête, car il comprend que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Fais du calme une habitude quotidienne.
Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un rituel complexe. Il suffit de quelques minutes de silence, sans écran, sans stimuli, sans distraction. Assieds-toi et observe. Observe ta respiration, tes pensées, tes impulsions. Ne les juge pas, regarde-les simplement passer. C'est ce que faisaient les stoïciens chaque jour. Observer leur esprit comme un guerrier, observe le champ de bataille avant la bataille. Ils n'attaquaient pas chaque pensée, ils la comprenaient. Dans ce processus, quelque chose change. Tu commences à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu apprends à ne pas gaspiller d'énergie sur l'inévitable. Le calme t'apprend que tout ne mérite pas ta réaction et que souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel mot. Au lieu de t'épuiser, tu te renforces. Au lieu de répondre au chaos, tu deviens le centre de l'équilibre. Et quand tu y arrives, quand le calme cesse d'être inconfortable et devient un refuge, tu découvres quelque chose de profond. Que le calme ne t'arrête pas. Il te propulse. De lui naissent les meilleures décisions, les idées les plus claires et la force la plus solide. C'est le moment où tu reprends le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Beaucoup courent sans direction, d'autres se reposent stratégiquement avant de faire le prochain pas. Le stoïcien appartient au second groupe. Il comprend que le pouvoir est de savoir quand agir et quand attendre. Le calme n'est pas faiblesse, c'est préparation. Alors, quand le monde te pousse à la hâte, arrête-toi. Ferme les yeux, respire et rappelle-toi. Le bruit confond, le silence révèle. Alors que tous s'épuisent à essayer de démontrer leur pouvoir, toi, renforce-le dans le calme. Car dans le silence de celui qui maîtrise son esprit, se cache une énergie que le chaos ne pourra jamais vaincre. Trouver le pouvoir dans le calme, c'est découvrir que le contrôle ne se crie pas. Il se respire. 6. Fais de l'obstacle ta source de feu. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, tu as deux options, abandonner ou le transformer en carburant. La plupart des gens se plaignent, reculent ou maudissent leur sort. Le stoïcien, en revanche, sourit face à la difficulté. Non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il comprend que l'obstacle n'est pas la fin, c'est le début de la croissance. La vie ne te met pas à l'épreuve pour t'arrêter, mais pour te polir. Si tout était facile, tu resterais le même. Le feu ne naît pas du calme, il naît de la friction, du défi, de l'effort, du moment où tout semble aller contre toi. C'est là que se révèle ton tempérament. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent tellement de fois que le sol cesse de les effrayer. Et c'est là que se trouve l'enseignement stoïcien le plus puissant. Ce qui t'arrête te forme. Ce qui fait mal te réveille. Ce qui te défie te construit. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Cela peut être un rejet, une perte, un échec ou une déception. L'important n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu en fais. Si tu choisis de te lamenter, l'obstacle t'écrase. Si tu choisis d'apprendre, l'obstacle t'élève. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de l'approche inébranlable, voir dans chaque blocage une nouvelle porte. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit commun cherche des coupables. L'esprit stoïcien cherche des leçons. Il ne demande pas pourquoi moi, mais pourquoi. Ce changement transforme tout. Ce qui semblait être une injustice devient un entraînement. Ce qui semblait être un châtiment devient une préparation. Parce que lorsque tu réussis à changer ton interprétation, l'obstacle perd son pouvoir sur toi. Il ne te freine plus, il te propulse. Fais de chaque difficulté un gymnase mental. Chaque déception est un poids qui renforce ta patience. Chaque erreur, un maître silencieux. Chaque défaite, une opportunité pour affiner ta stratégie. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de l'exploiter. Si tu te concentres sur ce que tu peux tirer de l'adversité, rien n'est gaspillé. Même la douleur devient utile. Les stoïciens n'évitaient pas les problèmes, ils les affrontaient avec calme et direction. Ils savaient que le feu intérieur ne grandit que lorsque le vent souffle fort. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de progrès. Alors, la prochaine fois que quelque chose se complique, ne fuis pas. Observe, analyse et agis avec sagesse. Demande-toi, quelle partie de moi a besoin de se renforcer avec ça?
C'est cette mentalité qui transforme l'obstacle en pouvoir. Et lorsque tu adopteras cette attitude, tu remarqueras que rien ne t'arrête complètement. Les échecs ne font plus aussi mal, les critiques ne te paralysent plus, les retards ne te frustrent plus. Parce que tu comprends que chaque difficulté a une fonction, te forger. La vie te durcit non pas pour te détruire, mais pour te préparer. L'approche réelle ne consiste pas à attendre un chemin sans problème, mais à marcher avec sérénité, même lorsque le terrain devient hostile. Fais de l'obstacle ton feu. Ne le fuis pas, nourris-toi de lui. Plus le défi est difficile, plus l'esprit qui le surmonte est fort. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas une vie de trébuchement, mais une vie d'entraînement. Chaque pierre aura été un maître, chaque chute une épreuve surmontée. Parce que pendant que beaucoup se consument dans la plainte, tu auras appris à allumer ton feu avec les mêmes braises qui ont éteint les autres. C'est ce qui distingue le stoïcien. Il ne choisit pas les circonstances, il choisit comment les transformer. 7. Conquérir la voix dans ta tête. Cette voix que tu entends quand personne d'autre ne parle peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. C'est celle qui te pousse à avancer ou celle qui te sabote avant même de commencer. Tu peux avoir du talent, de la discipline et un but, mais si ton esprit t'attaque de l'intérieur, tu finiras par perdre des batailles qui n'ont même pas commencé. L'esprit indiscipliné n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Il est capable de te détruire tout seul. Le stoïcien savait que la lutte la plus dure n'a pas lieu dans le monde extérieur, mais en soi. Tu peux résister au chaos de l'environnement, mais si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, ce chaos te suivra partout où tu iras. L'ennemi n'a pas toujours un visage. Parfois, il se manifeste sous forme de doute, de culpabilité, de peur ou d'autocritique. Et si tu ne l'affrontes pas, il devient une prison invisible. Cette voix intérieure peut te dire que tu n'es pas assez, qu'il est trop tard, que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Elle le répète avec tant de conviction que tu finis par le croire. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi. Elle est la somme de tes peurs, de tes blessures et des opinions que tu as autrefois absorbées sans filtrer. C'est un écho du passé essayant de contrôler ton présent. Si tu veux un véritable focus, tu dois la faire taire ou la transformer en ton maître. L'esprit entraîné n'élimine pas les pensées négatives. Il les observe sans se laisser emporter. Tout comme un gardien surveille les murs de sa forteresse, tu dois surveiller tes pensées. Chaque idée qui entre peut te construire ou te saboter. Sénèque l'expliquait simplement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui se tourmente lui-même avec des pensées. Cette phrase résume tout. Tu ne peux pas te concentrer si tu t'attaques de l'intérieur. Maîtriser la voix intérieure ne signifie pas la faire taire complètement, mais la rééduquer. Quand elle dit « je ne peux pas », réponds « j'essaierai ». Quand elle dit « tu échoueras », réponds « j'apprendrai ». Quand elle dit « tu n'es pas assez », répète « je suis un travail en cours, mais je continue d'avancer ». L'esprit a besoin de guidance, pas de punition. Si tu le traites comme un ennemi, il t'épuisera. Si tu l'éduques, il te servira. Chaque pensée négative est une occasion de former l'attention. N'essaie pas de leur échapper, observe-les sans réagir. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? La plupart du temps, tu découvriras que ce ne sont que des histoires que ton esprit invente pour te protéger du changement. Mais la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Si tu n'écoutes que la voix de la peur, tu resteras où tu es. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et la souffrance, non pas par morbidité, mais pour dompter cette voix. Ils la confrontaient avec logique et acceptation, jusqu'à ce que la peur perde de sa force. Tu peux faire la même chose. Parle à ton esprit comme à un enfant effrayé, avec fermeté et compassion. Ne lui crie pas dessus, guide-le. Ne l'ignore pas, écoute-le et décide ensuite. Quand tu conquiers la voix intérieure, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les critiques ne te blessent plus de la même manière. Les jugements des autres ne te déstabilisent pas. Les échecs ne t'arrêtent pas. Parce que tu ne dépends plus de l'approbation extérieure, ni du doute intérieur. Tu as fait de ton esprit ton allié. Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise son dialogue intérieur maîtrise son destin. Personne ne peut enlever la concentration à celui qui a pris le contrôle de ses pensées. Alors, chaque fois que cette voix essaie de te saboter, souris.
Ce n'est pas ton ennemi, c'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Réponds-lui avec calme, avec sagesse et avec action. Parce que la véritable conquête n'est pas sur les autres, mais sur le bruit qui habite dans ton propre esprit. Oui, vis avec l'urgence du moment présent. Chaque jour où tu repousses ton objectif, tu cèdes une partie de ta vie au néant. Il n'y a pas de perte plus grande que celle du temps qui ne revient pas. Le stoïcien le savait mieux que quiconque. La mort n'est pas ce que tu devrais craindre le plus, mais arriver à la fin sans avoir vraiment vécu. Nous pensons avoir tout le temps du monde, mais l'horloge ne s'arrête jamais. Pendant que tu hésites, le jour avance. Pendant que tu attends le moment parfait, la vie suit son cours. Et quand tu te rends finalement compte, ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré. Vivre avec l'urgence du moment présent ne signifie pas agir avec précipitation ou anxiété. Cela signifie comprendre que chaque minute compte, que le présent n'est pas une répétition, c'est le seul spectacle. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde chance garantie. Ils rêvent de ce qu'ils feront un jour, mais un jour n'est pas une date, c'est une excuse. L'approche stoïcienne naît de la reconnaissance de la finitude. Savoir que le temps est limité n'est pas quelque chose de triste, c'est un appel à l'action. Marc Aurèle le résumait avec une clarté dévastatrice. Ne te comporte pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Et il avait raison. Si chaque personne se souvenait à quel point l'existence est courte, elle vivrait avec plus d'intention et moins de distraction. Mais nous préférons nous distraire avec des futilités pour ne pas ressentir le poids de cette vérité. L'ironie est que plus tu évites de penser au temps, plus il t'échappe rapidement. L'approche mentale s'épanouit lorsque tu prends conscience de la fragilité de tout. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque lever de soleil peut être le dernier. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes de perdre de l'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Tu ne te disputes plus pour des bêtises, tu ne cherches plus la validation, tu ne repousses plus l'essentiel. Tu agis parce que tu sais que le moment idéal n'arrive pas, tu le construis. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse, c'est vivre éveillé. C'est se lever chaque matin avec la clarté que tu as aujourd'hui, une nouvelle possibilité d'avancer, de grandir, de devenir meilleur. C'est regarder tes objectifs et te demander « Que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de cela ?» Pas demain, pas après. Maintenant. L'approche ne s'entraîne pas dans l'intention, elle s'entraîne dans l'action. Le stoïcien n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Il ne gaspille pas son attention sur ce qu'il ne contrôle pas, il la dirige vers ce qu'il peut transformer. Chaque petite décision devient une partie d'une chaîne de buts. Et cette chaîne, jour après jour, forge le destin. C'est pourquoi celui qui vit avec urgence ne craint pas la mort, il l'honore. Il sait que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Il y a quelque chose de profondément libérateur à admettre que le temps s'épuise. Cela te rend plus sélectif, plus sage, plus intense. Tu commences à apprécier le silence, la vraie compagnie, le travail qui a du sens. Tu comprends que rien ne vaut autant que ton attention et que la donner sans soin est un acte d'abandon personnel. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de conscience du temps que tu as déjà. Vis comme si chaque jour était une opportunité unique de polir ton caractère, de laisser une trace, de faire un pas de plus. Ne laisse pas le confort t'endormir, ni la routine te voler ton feu. Parce que quand la fin arrivera, et elle arrivera, la seule chose qui comptera vraiment est de savoir si tu as bien utilisé ton attention, si tu as donné le meilleur de toi-même, tant que tu le pouvais encore. Alors n'attends pas demain. Ne laisse pas les distractions te voler ce qui ne peut être rendu. Vis comme si l'approche décidait de tout, parce que oui, elle décide de tout. Merci d'être resté jusqu'à... La perdre n'était pas la fin. C'était le début de l'examen le plus réel que tu auras avec toi-même. Dans une rupture, l'erreur la plus courante est de croire que le pouvoir réside dans le fait de la récupérer, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir réside dans le fait de te récupérer. Il ne s'agit pas de lui écrire, de la supplier ou d'essayer de prouver que tu vaux la peine. Il s'agit de laisser le silence, le calme et ton progrès parler pour toi.
Pendant que tu te reconstruis, elle commence à se rappeler qui tu étais avant de devenir si disponible. Le stoïcisme ne t'apprend pas à cacher la douleur, mais à la maîtriser. Il te dit « ressens, mais ne te prosterne pas devant ce que tu ressens ». C'est la clé. La plupart perdent le contrôle parce qu'ils confondent l'amour avec la dépendance. Ils veulent qu'elle revienne pour arrêter de souffrir, alors qu'en réalité, ils ont besoin de revenir à eux-mêmes. L'homme qui comprend cela ne cherche pas la revanche. Il cherche l'équilibre, le but et le respect de soi. Ce processus n'est ni une performance ni une stratégie pour impressionner. C'est une pure transformation. Chaque pas, chaque jour en silence, chaque limite que tu imposes est une déclaration. Je ne m'effondre pas, j'évolue. Et quand cela se produit, elle le perçoit. Non pas par tes mots, mais par ta nouvelle énergie. Parce que rien n'attire plus qu'un homme qui n'a plus besoin d'attirer. Dans les leçons suivantes, tu apprendras comment accepter ce qui s'est passé sans victimisation, comment utiliser le silence comme une arme, comment te reconstruire avec force, comment provoquer sans dire un mot et comment vivre avec un but. Ce ne sont pas des phrases de consolation, ce sont des actes de pouvoir. Parce que le regret ne se provoque pas en suppliant, il se provoque en devenant quelqu'un d'irremplaçable. 1. Accepte et prends le contrôle. Accepter n'est pas se rendre, c'est récupérer le pouvoir que tu as cédé lorsque tu as commencé à résister à l'inévitable. La plupart des gens sombrent après une rupture parce qu'ils luttent contre les faits. Ils revivent des conversations, analysent des messages, imaginent des scénarios alternatifs et pensent que réfléchir à ce qui s'est passé changera quelque chose. Mais cela ne changera rien. Ce qui fait mal n'est pas la perte, mais l'attachement à l'idée que tout aurait dû être différent. Accepter, c'est regarder la réalité sans fioriture, sans excuses et sans peur. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux te relever. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, mais le refus de l'accepter. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. L'acceptation n'est ni froideur, ni résignation. C'est sagesse. C'est le moment exact où tu arrêtes de chercher des coupables. Tu arrêtes de justifier le départ et tu décides de diriger ton énergie vers toi-même. Parce que tant que tu continues à concentrer ton esprit sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continues à perdre du pouvoir. Et le pouvoir perdu se récupère avec la direction, pas avec la nostalgie. Accepter, c'est aussi arrêter de te faire victime. C'est assumer ta responsabilité dans l'histoire, sans te blâmer, mais sans t'évader. C'est comprendre que, même si elle a pris la décision finale, tu as aussi joué un rôle, et au lieu de te reprocher, tu choisis d'apprendre. Parce que tout ce qui t'arrive a une leçon, si tu es prêt à la voir sans ego. À ce moment-là, la vie cesse de sembler un châtiment et devient un entraînement. Lorsque tu acceptes, tu commences à prendre le contrôle. Et le contrôle ne signifie pas dominer l'autre, mais te dominer toi-même. C'est décider que la douleur ne dictera pas tes actions, que tu ne vas pas lui écrire sur un coup de tête, que tu ne vas pas vérifier ses réseaux sociaux, que tu ne vas pas chercher des signes là où il n'y en a plus. Le contrôle émotionnel se construit jour après jour, avec de petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui te rendent ton centre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis d'avancer plutôt que de te lamenter, tu construis. Beaucoup confondent accepter avec oublier. Mais accepter ne supprime pas, transforme. Le souvenir reste, mais il ne fait plus aussi mal. Parce que tu ne le regardes plus avec le besoin de comprendre, mais avec la maturité de celui qui sait que cela faisait partie de sa croissance. Tu arrêtes de te demander pourquoi et tu commences à penser pourquoi. Et ce simple changement de perspective transforme la perte en but. Le contrôle se manifeste lorsque tu réussis à rester calme, alors que ton esprit crie que tu agisses. Lorsque tu choisis de respirer avant de réagir, de travailler avant de réclamer, de construire avant d'insister. Cette sérénité est ta nouvelle forme de pouvoir. Tu ne fais pas semblant d'être indifférent, tu démontres ta maîtrise. Et quand tu y arrives, tout change.
Parce que l'homme qui n'a plus besoin de contrôler l'autre, contrôle son destin. Accepter et prendre le contrôle n'est pas une stratégie pour qu'elle revienne. C'est une stratégie pour que tu reviennes à toi. Parce que si un jour elle revient, elle ne doit pas retrouver le même homme blessé, mais quelqu'un de transformé. Un homme qui a compris que perdre quelqu'un n'est pas une tragédie, mais se perdre soi-même l'est. Accepter est la première étape, la plus difficile et la plus libératrice. C'est dire, oui, ça m'a fait mal, mais je suis toujours debout. Et à ce moment-là, le pouvoir revient entre tes mains, parce que celui qui s'accepte se domine, et celui qui se domine a déjà gagné. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est le coup le plus sous-estimé après une rupture. La plupart ne le supportent pas. Ils ont besoin de parler, de s'expliquer, de se défendre, de justifier ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ressentent. Mais le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est l'espace où l'autre commence à entendre ce que tes mots ne disent plus. C'est la distance émotionnelle qui transforme l'absence en présence. Quand tu te tais avec intention, l'écho de ton silence pèse plus lourd que n'importe quel discours. Après une séparation, chaque impulsion te pousse à réagir, écrire, demander, provoquer une réponse. Mais chaque message envoyé dans le désespoir confirme à l'autre personne qu'elle a encore du pouvoir sur toi. En revanche, lorsque tu décides de te taire, tu ne fais pas seulement cesser le flux d'énergie vers l'extérieur, tu le diriges vers l'intérieur. C'est là que commence la transformation. Le silence n'est pas une question d'ignorance, mais de récupération de l'autorité émotionnelle. C'est te regarder dans le miroir et te dire « je n'ai plus besoin de m'expliquer ». Le silence met mal à l'aise, parce qu'il oblige l'autre partie à affronter le vide que tu as laissé. Elle attendait tes réactions, tes tentatives de reconnexion, tes promesses. Quand elles n'arrivent pas, quelque chose change. La curiosité commence, puis le doute, puis le regret. Parce que le silence authentique n'est pas de l'indifférence, c'est un signe d'évolution. Tu ne punis pas, tu démontres ton autocontrôle. Tu communiques sans mots que tu ne dépends plus de son attention. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans le contrôle de soi. Se taire, quand on pourrait parler, est un signe de force. L'homme émotionnellement faible cherche à être compris. Le fort choisit d'être incompris si cela préserve sa paix. Lorsque tu maîtrises le silence, tu commences à maîtriser la perception. Tu laisses le temps et la distance parler pour toi. Ton silence devient un miroir. Il lui reflète ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. Son esprit commence à se demander pourquoi tu n'insistes pas, pourquoi tu n'es plus disponible, pourquoi ton énergie a changé. Et là, sans rien faire, la dynamique s'inverse. Celui qui t'évitait auparavant commence à penser à toi, non pas par manipulation mais par contraste. Parce que l'absence contrôlée a un pouvoir magnétique. Mais pour que le silence fonctionne, il doit être accompagné d'action. Tu ne peux pas te taire et rester au même endroit regardant le téléphone. Tu dois bouger, grandir, t'améliorer. Chaque minute que tu ne passes pas à parler d'elle, investis-la en toi. Fais de l'exercice, lis, fixe-toi des objectifs, redéfinis ton but. Le silence est le terrain fertile où naît la nouvelle version de toi. Pendant que tu évolues, elle observe, même si elle ne le dit pas, le changement dans ton énergie. Ce calme qu'elle confondait auparavant avec la froideur se transforme en mystère. Et le mystère attire toujours. Rappelle-toi, le silence ne cherche pas la punition, il cherche le respect. Lorsque tu décides de ne pas répondre, tu ne perds pas du terrain. Tu établis des limites invisibles que seuls les forts peuvent maintenir. Dans un monde où tout le monde crie sa douleur, l'homme qui se tait et se concentre sur sa croissance se distingue. Parce qu'il n'y a rien de plus frappant que de voir quelqu'un qui a souffert, mais qui ne s'est pas brisé. Alors garde tes mots pour ceux qui les méritent vraiment. Que ton silence soit ton message, ton amélioration ta réponse, et ton calme ta vengeance. Parce que lorsqu'un homme parvient à maîtriser son impulsion de parler, d'expliquer et de poursuivre, il ne cesse pas seulement d'être l'esclave du passé, mais il devient le souvenir qu'elle ne peut pas oublier. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir concentré. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, personne n'a plus de pouvoir sur toi. 3.
Reconstruis-toi sans regarder en arrière. Après une rupture, la plus grande erreur est de vivre en regardant dans le rétroviseur, en essayant de comprendre ce qui a mal tourné, ce que tu aurais pu faire différemment ou quand elle reviendra. Ce regard constant vers le passé te vole le présent, te draine ton énergie et te lie à quelque chose qui n'existe plus. La reconstruction commence quand tu comprends qu'il n'y a plus rien à analyser, que tu n'as plus besoin de réponse, seulement d'action. Tu n'es pas un morceau cassé en attente d'être réparé par quelqu'un d'autre. Tu es un projet en construction qui a maintenant l'opportunité de se concevoir à partir de zéro. Laisser derrière soi n'est pas oublier, c'est décider de ne pas y vivre. L'esprit essaiera de te ramener au souvenir. Il te montrera des images, des odeurs, des mots, des moments qui semblaient parfaits. Mais ne te trompe pas, cela n'existe plus. Ce que tu as aujourd'hui est un espace vide que tu peux remplir avec discipline, avec un but, avec une nouvelle version de toi. La reconstruction ne commence pas quand tu arrêtes de ressentir, mais quand tu décides de ressentir sans t'arrêter. Beaucoup d'hommes se perdent en essayant de prouver qu'ils ont déjà surmonté quelqu'un. Ils postent des photos, se vantent de nouvelles compagnies, feignent le bonheur. Ce n'est pas se reconstruire, c'est agir pour provoquer une réaction. Se reconstruire vraiment, c'est le faire en silence, sans témoin, sans besoin d'approbation. C'est quand la motivation ne vient plus du « je veux qu'elle voie ce qu'elle a perdu », mais du « je veux voir de quoi je suis capable ». Le stoïcisme enseigne que l'homme sage n'attend pas que le monde change pour améliorer sa vie. Il change lui-même et le monde s'ajuste. Ta reconstruction doit être ainsi. N'attends pas qu'elle te manque pour commencer à grandir. Commence maintenant, même si ça fait mal, même si tu penses encore à elle, même si rien n'a de sens. Chaque petite action, se lever tôt, lire, faire de l'exercice, apprendre quelque chose de nouveau, est une déclaration de pouvoir. Tu dis sans mots, je ne vis plus dans ce qui a été, je vis dans ce qui sera. Se reconstruire implique aussi de nettoyer ton environnement. Enlève de ta vie ce qui te connecte au passé, messages, photos, objets. Non pas parce que tu veux effacer l'histoire, mais parce que tu ne veux pas continuer à la revivre. Chaque fois que tu gardes un souvenir, tu renforces un lien invisible avec quelque chose qui est déjà mort. Coupe ce fil, fais de la place pour le nouveau. Et ne le fais pas par fierté, fais-le par respect pour ton avenir. Le processus ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où tu voudras revenir en arrière. Dans ces moments, rappelle-toi, ce qui t'a fait mal était nécessaire. La douleur était le maître qui est venu te montrer que tu avais cessé de te valoriser, que tu investissais en quelqu'un qui ne voyait pas ta valeur parce que tu l'avais oublié toi-même. Maintenant tu comprends, et cette compréhension est déjà une croissance. Se reconstruire sans regarder en arrière est l'acte le plus silencieux et puissant qui existe. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu le fais simplement. Et pendant que tu avances, elle reste là à regarder, se demandant comment il est possible que tu te sois relevé sans son aide. Comment tu as pu fleurir après qu'elle soit partie. C'est le regret qui vaut la peine d'être provoqué. Celui qui naît en te voyant devenir quelqu'un qui ne cherche pas la vengeance, mais l'évolution. Alors enterre le passé avec dignité, pas avec rancœur. Que ton regard ne reste pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que tu es en train de construire. Parce que ce que tu es en train de former maintenant, pierre par pierre, s'appelle le respect de soi. Et quand un homme se reconstruit fermement, sans regarder en arrière, le monde et elle n'ont pas d'autre choix que de l'admirer. 4. Provoque sans rien dire. L'erreur la plus courante après une rupture est d'essayer de prouver sa valeur avec des mots. Croire que si tu expliques, si tu racontes ton changement, si tu montres ton évolution, elle le comprendra. Mais ce qui impacte vraiment ne se dit pas, il se perçoit. La provocation la plus puissante ne vient pas de parler, mais de se taire et d'agir. Provoquer sans rien dire est un art que seuls les hommes qui ont appris à contrôler leur énergie, leur présence et leur mystère maîtrisent. Quand quelqu'un s'éloigne, la dernière chose qu'il attend est de te voir calme. Il s'attend à du drame, du besoin, des démonstrations, des impulsions.
Mais quand à la place de cela, il trouve de la sérénité, de l'ordre et du but, quelque chose en elle se déstabilise. Elle ne comprend pas comment tu continues sans sa validation. Et c'est là que commence l'effet psychologique le plus puissant, la curiosité. Parce que le silence crée un vide, et le vide génère des questions. Et celui qui pose des questions commence à manquer. Provoquer sans rien dire, c'est construire une version de toi qui devient impossible à ignorer. Pas avec de fausses poses ou des apparences superficielles, mais avec des résultats. Change ta routine, améliore ton corps, élargis ton esprit, ordonne ton environnement. Non pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu n'es plus disposé à être la même version qui a perdu le contrôle. Chaque amélioration que tu fais en silence est une façon de communiquer. Tu ne me définis plus. Le stoïcisme enseigne que le sage agit avec un but, pas pour l'approbation. C'est pourquoi, lorsque tu transformes ton énergie en action et non en réaction, tu projettes du pouvoir. Ton calme commence à avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Ton absence devient une présence silencieuse qui pèse. Elle commence à remarquer ton évolution sans que tu aies à dire un seul mot. C'est quelque chose que l'on ressent. Parce que le changement authentique a un langage qui n'a pas besoin d'explication. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta nouvelle énergie. Ta façon de regarder, de marcher, de répondre, d'être, tout communique. Quand une femme te perçoit en contrôle, quand elle voit que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels, elle commence à faire face aux conséquences de ses décisions. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu es maintenant un miroir. Tu reflètes la différence entre celui qui reste ancré dans le passé et celui qui a appris à avancer. Provoquer sans rien dire signifie aussi ne pas réagir aux tentatives de manipulation émotionnelle. Elle peut t'écrire juste pour savoir comment tu vas ou pour mesurer si tu es toujours disponible. Ne tombe pas, tu n'es pas obligé de répondre. Ton indifférence respectueuse vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu renforces ton pouvoir intérieur. Souviens-toi, celui qui parle le moins contrôle le plus le cadre émotionnel. Dans ce processus, ton objectif n'est pas de prouver que tu vas bien, c'est de l'être. Parce que quand tu l'es vraiment, tout en toi le reflète. La sécurité ne se feint pas, elle se construit. Et quand elle vient de l'intérieur, elle devient du magnétisme. Elle le remarquera, même si elle ne l'admet pas. Elle sentira qu'elle a perdu quelque chose de précieux, non pas parce que tu le dis, mais parce que maintenant, ta présence a une autre fréquence. Alors laisse ta vie parler pour toi. Que tes réalisations soient tes mots et ton calme, ta déclaration. Ne cherche pas à provoquer l'attention, provoque l'admiration. Et fais-le sans effort, car le véritable attrait réside dans l'indépendance. Quand un homme cesse d'expliquer sa valeur et l'incarne simplement, il ne poursuit plus, il attire. Et c'est la provocation la plus élégante et puissante qui existe. Celle de celui qui n'a plus besoin d'être vu pour briller. 5. Réponds calmement. L'homme fort n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le bruit. Après une rupture, ta puissance ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à la façon dont tu réagis quand elle essaie de toucher tes émotions. Et crois-moi, ce moment viendra. Elle te testera. Elle enverra un message décontracté, une phrase déguisée en inquiétude ou un silence calculé pour voir si tu es toujours sous son contrôle. C'est là que la plupart échouent, mais pas le stoïcien. Le stoïcien observe, respire et répond calmement. Parce qu'il comprend que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. L'envie de répondre avec émotion est naturelle, mais c'est aussi le piège le plus dangereux. Quand tu réagis à partir de la blessure, tu abandonnes ton pouvoir. C'est comme si tu disais « tu peux encore m'affecter ». En revanche, quand tu réponds avec sérénité, tu envoies un message beaucoup plus puissant. Tu ne dépends plus de moi pour savoir qui je suis. Et cela psychologiquement déstabilise n'importe qui, parce que le contrôle qui était exercé sur toi disparaît. Le calme, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse. C'est de l'autorité émotionnelle. Réponds calmement même quand tu sens le feu dans ta poitrine.
Si elle te cherche, ne te précipite pas pour répondre. Si elle te provoque, ne mords pas à l'hameçon. Si elle t'accuse, ne te défends pas. Le silence ou une réponse brève, ferme et sans émotion sont tes meilleures armes. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. Et le contrôle ne se négocie pas, il s'exerce. Chaque fois que tu choisis de rester serein, tu envoies un signal que tu ne joues plus le même jeu. Les stoïciens disaient que la colère et l'impulsivité sont des chaînes qui asservissent l'âme. Un homme qui perd son calme devient prévisible, manipulable, faible. Mais celui qui le conserve devient imprévisible, mystérieux, inébranlable. Le calme est une forme d'intimidation silencieuse. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, ni de claquer les portes avec fureur. Il suffit de garder ton centre intact pendant que tout autour de toi essaie de te pousser vers le chaos. Quand tu apprends à répondre calmement, le pouvoir change de main. Elle remarquera la différence. Elle attendra tes anciennes réactions, les appels, les reproches, les explications. Mais à la place, elle trouvera l'équilibre. Elle trouvera un homme qui ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre. Et cela déconcerte, parce que l'être humain craint de perdre le contrôle sur ce qu'il croyait connaître. Quand ta réponse ne correspond pas à son attente, elle commence à remettre en question sa perception. Et là, sans effort, tu sèmes le doute, le respect et l'attraction. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Le calme est la manifestation la plus pure de la force intérieure. C'est regarder le conflit dans les yeux et décider de ne pas bouger. C'est être feu à l'intérieur et glace à l'extérieur. C'est apprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate et que parfois, le silence en dit plus que 1000 explications. Si tu réussis à rester calme quand tout en toi veut exploser, tu auras remporté la bataille la plus importante, celle de toi contre toi-même. C'est le véritable test de maturité émotionnelle. Parce que l'homme qui maîtrise sa réaction ne cherche plus la vengeance, il cherche le respect. Et le respect, une fois acquis, ne se perd jamais. Alors, la prochaine fois que le passé frappe à ta porte, n'ouvre pas avec émotion, ouvre avec sérénité. Parce que celui qui répond avec calme montre qu'il n'est plus à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. 6. Reviens un mystère. Rien n'attire plus que l'inconnu. Ce qui est déjà compris cesse d'être intéressant, et ce qui devient prévisible perd de sa valeur. Pendant la relation, tu as probablement donné trop. Tes émotions, tes plans, tes pensées, tout était sur la table. Elle savait quand tu étais heureux, quand tu étais mal, quand tu allais écrire. Il n'y avait pas de place pour le mystère. Et c'est là que le désir meurt. Si tu veux reprendre le pouvoir, tu dois redevenir imprévisible, non pas par manipulation, mais par révolution. Le mystère ne consiste pas à te cacher, mais à devenir plus complexe, plus profond, plus réservé avec ce que tu offrais facilement auparavant. L'homme qui devient mystère n'a pas à feindre la distance. Il la projette naturellement parce qu'il ne cherche plus à être compris. L'énergie que tu investissais autrefois pour démontrer l'amour se transforme maintenant en présence. Tu deviens quelqu'un que tout le monde ne peut pas lire. Et cela psychologiquement désarme, parce que l'être humain craint de perdre l'accès à ce qu'il contrôlait autrefois. Le silence joue en ta faveur, mais le changement le renforce. Change tes routines, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ton environnement. Ne le fais pas pour l'impressionner, fais-le parce que tu as grandi. Quand quelqu'un qui pensait te connaître commence à remarquer une vraie différence, l'esprit se remplit de questions. Que fait-il? Pourquoi a-t-il l'air différent? Qui est à ses côtés? Cette curiosité est le début du regret. Non pas parce que tu la forces à le ressentir, mais parce que tu deviens soudainement un terrain qu'elle ne maîtrise plus. Les stoïciens savaient que le pouvoir réside dans le fait de ne pas tout révéler. Épictète disait que le sage garde son énergie, non par peur, mais par respect pour sa paix. Tu n'as pas à publier tes pas, ni à raconter tes progrès, ni à montrer chaque chose que tu fais. Le véritable mystère réside dans la discrétion. À une époque où tout le monde expose sa vie, l'homme qui choisit le silence et la réserve devient une exception. Et l'exceptionnel attire toujours l'attention.
Devenir mystérieux ne signifie pas disparaître, mais être sélectif. Parle moins, observe plus. Ne cherche pas l'attention, laisse la curiosité te trouver. Prends soin de ce que tu partages. Prends soin de la façon dont tu réagis. Quand personne ne peut anticiper tes mouvements, tu reprends le contrôle de la narration. Tu cesses d'être le personnage prévisible dont tout le monde parle, et tu deviens l'homme que tout le monde veut déchiffrer. Ce changement n'est pas immédiat, il nécessite de la cohérence. Tu ne peux pas être un mystère si tu es constamment préoccupé par ce qu'elle fait. Tu dois couper le besoin de savoir, de regarder ses réseaux, d'interpréter ses silences. L'inconnu doit aussi s'appliquer dans ton esprit. Arrête de l'étudier, commence à t'étudier, car le véritable énigme naît lorsque ton monde intérieur est plus intéressant que n'importe quelle histoire que tu as perdue. Et quand tu y arriveras, quand elle remarquera qu'elle ne peut plus te lire, que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne vis plus en orbite autour de son attention, quelque chose en elle changera. Elle sentira qu'elle t'a vraiment perdu. Et cette pensée, cette intrigue, sera ta meilleure alliée. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que de devenir quelqu'un que personne ne peut complètement déchiffrer. Un mystère ne se supplie pas, il se construit. Et quand tu deviens un, le monde commence à tourner à ton rythme. 7. Vice avec un but. Perdre une relation ne signifie pas perdre ton cap, mais beaucoup agissent comme si c'était le cas. Ils restent coincés, sans direction, espérant que le passé revienne pour leur donner un sens. C'est le plus grand piège émotionnel après une rupture. Croire que ta valeur dépend de qui t'accompagne. Quand tu vis sans but, tu deviens facile à manipuler parce que n'importe quelle attention ressemble à un salut. Mais quand tu définis un but, tu reprends le contrôle. Parce que ton énergie cesse de tourner autour de quelqu'un d'autre et commence à se diriger vers quelque chose de plus grand. Le but est ce qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inarrêtable. Ce n'est pas un objectif éphémère, mais une direction claire qui te donne de la force même lorsque la douleur serre. Si tu ne sais pas quel est ton but, commence par observer ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te met au défi, ce qui exige ton amélioration. Peut-être que c'est ton travail, ton corps, ton esprit ou un objectif que tu as repoussé par peur ou par confort. Concentre-toi là-dessus, non pas pour te distraire de la douleur, mais pour la transformer en carburant. Quand elle verra que ta vie continue d'avancer, non pas par fierté, mais par détermination, quelque chose dans son esprit changera. Le regret ne vient pas des mots que tu dis, mais de la vie que tu montres. Un homme avec un but devient magnétique parce qu'il irradie la direction, la concentration et la paix intérieure. Il ne cherche pas la validation parce qu'il a déjà une mission. Et cela le rend attirant d'une manière qu'aucune apparence ne peut égaler. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui se passe peut servir à ta croissance, si tu choisis de le voir ainsi. La rupture n'est pas une malédiction, c'est une purification. Elle t'a arraché la distraction, t'a rendu la solitude et t'a mis face au miroir. Maintenant, c'est à toi de construire quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. L'autodiscipline que tu développes dans ce processus sera le fondement de ta nouvelle vie. Lève-toi tôt, travaille sur ton corps, apprends quelque chose chaque jour, élimine ce qui ne s'ajoute pas. Ton but n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il a juste besoin de te soutenir. Vivre avec un but signifie aussi arrêter de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de récupérer celui qui est parti, tu as besoin de récupérer le respect que tu as perdu pour toi-même. Chaque action cohérente avec ton but reconstruit ton identité. Tu n'es plus l'homme qui supplie, mais celui qui choisit. Tu n'es plus celui qui demande de l'amour, mais celui qui suscite l'admiration. Cette transition est celle qui change toute la dynamique. Parce que lorsqu'un homme vit pour quelque chose de plus grand qu'une personne, il cesse d'être l'esclave de ses émotions. Et le curieux, c'est que quand tu arrives à ce point, elle le remarque. Elle remarque ta distance, ton focus, ton calme. Elle remarque que ton énergie ne tourne plus autour de son nom. Et là, le regret arrive tout seul. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que la loi naturelle de l'attraction dit que celui qui se trouve lui-même suscite toujours de l'intérêt chez ceux qui l'ont perdu. Alors fais de ton but ta revanche.
Que ton progrès soit ta réponse et ta vie, la preuve que rien ni personne ne peut t'arrêter. 8. Définis tes limites. Le pouvoir personnel s'effondre lorsque tu ne sais pas dire assez. Pendant la relation, tu as probablement trop cédé, ignoré des signaux, accepté des comportements qui t'épuisaient et tu t'es peu à peu effacé pour maintenir la paix. Mais le prix de l'absence de limites est toujours le même, la perte de respect d'abord envers toi-même puis envers les autres. Si tu veux reprendre le contrôle après une rupture, tu dois reconstruire tes limites, non pas comme des murs d'orgueil, mais comme des frontières de dignité. Fixer des limites n'est pas une vengeance, c'est une clarté. C'est comprendre que l'amour ne consiste pas à tout supporter, mais à te respecter même quand tu aimes. Quand quelqu'un franchit cette ligne et que tu le permets, tu lui apprends comment il peut te traiter. Le problème est que nous confondons souvent l'amour avec l'endurance. Nous pensons que comprendre, c'est céder et que être patient, c'est se taire. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut pas attendre de respect du monde. La tempérance ne signifie pas passivité. Elle signifie savoir quand agir, quand s'éloigner et quand garder le silence avec intention. Tes limites sont la mesure de ta valeur. Si tu as du mal à dire non, c'est parce que tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Le jour où tu comprendras que ton énergie, ton temps et ta paix sont sacrés, tu arrêteras de les donner à ceux qui ne les apprécient pas. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu retrouves du pouvoir. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose avec cohérence. Chaque fois que tu maintiens une limite, tu renforces ton estime de toi. Tu te dis à toi-même, je ne vais plus me trahir par peur de perdre quelqu'un. Après une rupture, il est vital de fixer des limites. Si elle revient vers toi, ne cours pas. Si elle te parle de manière ambiguë, ne tombe pas dans le jeu. Si elle essaie de renouer le lien sans engagement réel, aie la force de dire non, non pas par rancune, mais parce que tu as déjà appris ce qui se passe quand tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Un homme sans limite est un terrain facile à envahir. Un homme avec des limites est impossible à manipuler. Et quand cela se produit, le respect revient, même de la part de celui qui l'a perdu une fois. Les limites s'appliquent aussi à toi-même. Arrête de vérifier ses réseaux, de justifier son comportement, de nourrir le souvenir avec des pensées répétitives. Chaque fois que tu franchis ces limites mentales, tu recules. La discipline émotionnelle commence par fermer les portes internes qui te lient au passé. Si quelque chose te prive de ta paix, coupe l'accès. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit en supprimant ou en bloquant. Tu as besoin de le faire pour ta tranquillité, pas par orgueil. Le pouvoir qui émane d'un homme qui se respecte est indéniable. Il ne cherche pas l'attention, il l'attire, il ne demande pas de validation, il l'impose par sa présence. Parce que celui qui fixe ses limites cesse d'être réactif et devient sélectif. Et cette énergie, cette assurance silencieuse, est ce qui génère du regret chez ceux qui te prenaient pour acquis. Quand elle verra qu'elle ne peut plus accéder à toi comme avant, que ses paroles ne te déstabilisent plus, elle comprendra qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Un homme qui a appris à se respecter. Alors, montre clairement par tes actes où se termine l'accès à ton énergie. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, juste de le vivre. Ta limite est ta frontière, ton bouclier, ta déclaration de pouvoir. Parce que quand quelqu'un ne peut plus te franchir facilement, il commence à te voir différemment. Et cette différence, ce nouveau respect, est ce qui marque la véritable fin du cycle. Celui qui fixe ses limites ne perd pas, il s'élève. Et quand tu t'élèves, personne ne te touche sans ta permission. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».